J'ai dit que je n'accéderai pas au pouvoir en marchant dans le sang des Camerounais, en marchant sur le corps des Camerounais. Eux, ils sont prêts à conserver le pouvoir en tuant tous les Camerounais et les autres. Voilà un élément fondamental de différence entre eux et nous. Ils n'aiment pas le peuple qu'ils gouvernent. Comment peut-on gouverner des gens qu'on n'aime pas? Et c'est pour cela justement qu'ils sont habités par autant de haine. Après l'élection présidentielle de 2018, nous avons envoyé un message très clair au pouvoir en place dans notre pays en disant ceci. Il existe une tragédie insoutenable dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Des Camerounais tirent sur des Camerounais. Des Camerounais tuent des Camerounais. Ne me parlez pas de sécessionnistes ou d'armées régulières. Ce sont des Camerounais qui tirent sur d'autres Camerounais. Quel que soit le côté où ils se trouvent, ce sont des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais. Et ça, c'est insoutenable. Ça, c'est inacceptable parce que c'est une crise qui n'aurait jamais dû prendre cette ampleur et que nous avons laissé prospérer, que le pouvoir en place espère pouvoir gagner par la force des armes, alors que tout le monde sait que cette victoire par les armes était possible. Alors, après l'élection présidentielle, nous avons dit il y a une situation générale du pays qui mérite une attention particulière. Donc, d'abord, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non pas que nous oublions le drame des attaques de la secte extrémiste Boko Haram dans l'extrême nord, qui fait des ravages. Ce n'est pas une guerre qui est derrière nous, c'est une crise qui est encore derrière nous, puisque ces attaques ont gagné en ampleur. Et qu'elles se déroulent dans une des régions les plus pauvres du pays qui a été abandonnée depuis des décennies. Nous devons garder cela en mémoire. Mais là, il s'agit d'une agression, si j'ose dire, entre guillemets, en tout cas, d'une attaque terrible des forces externes sur notre pays. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, ce sont des Camerounais qui s'affrontent entre eux. Et pour moi, cela est inacceptable. Le rôle fondamental d'un gouvernement, c'est de résoudre les problèmes du pays. Et non pas d'attiser le feu entre les Camerounais. Donc il y a eu cette situation. Ensuite, il y a eu le détournement du résultat des élections, que nous avons appelé le hold-up électoral. Nous avons gagné dans les urnes, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Et dans la même foulée, dans la même veine, on a retiré au Cameroun l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et on nous a annoncé des chiffres ahurissants sur les sommes qui avaient été prévues, probablement débloquées pour l'organisation de cette CAN. On parle en termes de milliers de milliards de francs CFA. À la suite de cela, donc, nous avons envoyé un message très clair en disant: si à la fin de l'année 2018, aucune mesure sérieuse n'est prise pour régler la crise anglophone, aucune mesure sérieuse n'est prise pour réformer le système électoral de façon à éviter qu'à l'avenir, il y ait de nouvelles crises post-électorales, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si on ne nous explique pas où sont passés des milliers de milliards de nos impôts engouffrés dans une canne que nous n'organiserons pas, alors nous marcherons en janvier. Et rien, naturellement, n'a été fait, et nous avons marché en janvier. Et le 26 janvier, les Camerounais sont sortis nombreux dans plusieurs villes du pays. À Douala en particulier, on a tiré à bout portant sur nos camarades. Vous avez dû voir les images. 2 jours après, on nous a arrêtés sans mandat ni titre au domicile de M. Albert Nzonga. Et on nous a jetés illégalement en prison. Et toutes les procédures que nous avons engagées ont été vaines, y compris juste l'habeas corpus.
qui, dans le code de procédure pénale, dit que si vous faites l'objet d'une arrestation sans mandat et que vous saisissez le juge de l'habeas corpus, il doit vous libérer, ordonner votre libération immédiate. Or, nous sommes allés devant les tribunaux. Plus de 200 procédures en habeas corpus. On ne nous a pas accordé un seul cas. Alors qu'aucun des détenus ou des personnes, aucune des personnes interpellées ne l'avait été sur la base d'un mandat. Alors, la conclusion est limpide. Au Cameroun, tous les pouvoirs, l'exécutif, le législatif et les judiciaires servent une même cause et une seule et même personne. Celles qu'ils ont portées au pouvoir frauduleusement et celles qu'ils veulent maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris sur le cadavre de tous les Camerounais. J'ai dit que je n'accéderai pas au pouvoir en marchant dans le sang des Camerounais, en marchant sur le corps des Camerounais. Eux, ils sont prêts à conserver le pouvoir en tuant tous les Camerounais que vous êtes. Élément fondamental de différence entre eux et nous. Ils n'aiment pas le peuple qu'ils gouvernent. Comment peut-on gouverner des gens qu'on n'aime pas? Et c'est pour cela justement qu'ils sont habités par autant de haine. Quand je dis que j'aime les Camerounais, ce n'est pas fait. Quand je vais dans les fins fonds de village, j'aime les tenir, je suis tactile, parce que je les aime vraiment. Qu'ils m'aiment tous. Je les aime parce que je les aime, aussi simple que cela. Et je n'ai pas besoin de leur accord pour les aider. C'est sur cette base que nous allons travailler jour et nuit et que nous n'accepterons jamais la division, la haine qu'on a instillée ces dernières années dans les veines des Camerounais, les opposants les uns et les autres, par le tribalisme, montrant aux Camerounais que, au-delà en fait du discours que l'on tient, on ne veut pas leur unité, pour regarder la même direction et hisser le Cameroun au niveau où il mérite d'être en Afrique. C'est notre objectif. Faire du Cameroun un pays rayonnant sur notre continent pour construire, pour être le point de départ de la construction de l'unité continentale du panafricanisme. Je vois c'est dans notre programme politique, mais également à diverses étapes, je l'ai dit, notre panafricanisme est authentique, ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une illusion. C'est un pragmatisme en effet. Mais nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas pour être à la mode. Nous le faisons d'abord parce que nous connaissons la pensée panafricaniste. Et que nous nous sommes interrogés de nombreuses années sur les causes de l'échec du panafricanisme. Et nous nous sommes rendus compte que les pères fondateurs avaient eu une idée géniale, une grande idée, et que ceux qui ont suivi n'ont pas pensé cette idée comme une idée stratégique pour trouver les meilleurs moyens de la mettre en œuvre. Ma conviction est que l'idéal serait que les 54 États africains se réunissent un jour et en une sorte de comité constitutionnel pour adopter la constitution des États-Unis d'Afrique. Mais ça, c'est l'idéal. Et nous savons combien cela est difficile. Si je me disais cela, je m'arrêterais à cela, je n'aurais rien apporté de nouveau par rapport à ce qui s'est dit depuis 60 ans sur le panafricanisme. C'est pour cela que je dis, lorsque nous serons en capacité de gouverner au Cameroun, nous attaquerons le fédéralisme immédiatement avec ceux qui sont prêts. Si 2 États africains sont prêts, on commencera à 2. Si c'est 3, on commencera à 3. Si c'est 6, on commencera à 6. Mais il faut commencer quelque part. Ne reste pas une idée perdue dans les limbes de l'histoire. Il faut que cela commence quelque part.
Et par une sorte de dynamique concentrique, progressivement, les autres vont voir qu'il est nécessaire de se mettre ensemble pour devenir une force incontournable sur la scène du monde. Le panafricanisme ne doit pas rester un rêve sans lendemain, un slogan qui se perd dans les nuages. Ça doit être une réalité qui se construit. Si nous avions commencé il y a 60 ans après les indépendances à 2, nous serions à 10 ou à 20 ou à 30 aujourd'hui. Donc il faut commencer. Et dans cette même veine, j'ai dit ceci. Lorsque nous serons en capacité de gouverner le Cameroun, tous les Africains, écoutez-moi bien, tout Africain qui veut venir au Cameroun dans cette dynamique panafricaniste pour construire le développement du Cameroun et de l'Afrique sera le bienvenu. Nous créerons les conditions. Nous ne pouvons pas en faire à des États continents. Regardez la taille de la Russie. Plus de 9 millions de kilomètres carrés. L'Afrique en a 30 millions, avec plus d'1,2 milliard à 300 millions aujourd'hui. Imaginez un seul instant que les frontières internes, les frontières des États actuels deviennent simplement des limites internes entre entités formant un seul État. Après tout, le démarrage du panafricanisme n'est pas si difficile. Il y a un minimum par lequel on peut commencer. On peut commencer par une armée continentale, sans avoir besoin de 54 armées. On peut commencer par une diplomatie continentale, sans avoir besoin de 54 représentations différentes. On peut commencer par tout ce qui est l'expression de la souveraineté externe d'un État et laisser ceux qui gouvernent des États au plan interne dans leurs fonctions, puisque nous aimons ces fonctions-là, dit le président. Mais on peut commencer par là. Et je crois qu'il y a assez de talent et d'énergie en Afrique pour que nous ne regardions pas, comme des pèlerins épuisés, assis au bord du chemin, l'histoire du monde s'écrire sans nous. Et que nous continuions à dire ce que j'entends dans la plupart des pays africains et en tout cas au Cameroun. Excusez-moi, les non-africains qui sont ici, on dit le blanc est fort. La science est la même partout sur la face du monde. La formule mathématique que vous avez ici est la même au Japon. Alors, cessez de vous enfermer vous-même dès la naissance dans des complexes inexplicables. Les Indiens qui s'assoient dans leur costume traditionnel calculent la trajectoire de leur fusée avec la même formule mathématique. Alors cessez de dire, ils sont forts. Et des proverbes absolument absurdes sont nés. Si tu ne crains pas l'homme blanc, tu ne crains pas Dieu. Et vous dites, vous êtes des êtres humains. Et vous demandez la dignité. Vous l'attendez de qui? C'est vous qui imposez votre dignité. Le jour où vous aurez deux nations africaines développées, organisées dans la voie de la science et la technologie, on posera un regard différent sur la couleur noire. C'est pas qu'il y a le secret. Quand j'étais adolescent, on regardait les Japonais avec condescendance et on disait produit japonais, c'est de la pacotille. Et dans les années 90, 80-90, produit chinois, c'est la pacotille.
Vous savez très bien comme moi, aujourd'hui, lorsque vous achetez un matériel japonais, c'est le nec plus ultra. C'est que vous êtes riche et sophistiqué parce que c'est les produits les plus chers. C'est notre capacité à participer à l'histoire du monde, au développement économique, au développement scientifique, au développement technologique. C'est cette capacité qui va faire de nous des hommes, des êtres humains, au même titre que les autres, recevant la dignité des autres. Vous pouvez travailler ici à titre individuel. Vous êtes très talentueux, vous êtes des savants. Vous faites tourner les administrations, les entreprises, les centres de recherche des pays développés. Mais chacun de vous est pris individuellement dans ses talents. D'ailleurs, j'ai entendu à l'époque, lorsque moi-même j'étais de la diaspora, parce que il fut une époque de ma vie où j'étais de la diaspora, dire ah oui, mais vous n'êtes pas comme les autres Africains. Non, je suis comme les autres Africains. Dès qu'on commence à vous dire cela, c'est que l'on veut vous discriminer. Et donc, on vous présente à vos propres yeux comme différents. J'allais dire de vos propres frères et sœurs. C'est à vous de dire non, non, non. Je ne suis pas différent d'eux. Je suis seulement ce que je suis, ce que nous sommes. Sauf que comme on vous prend individuellement, et parce que vous contribuez individuellement à la production de la science, de la richesse dans ces pays, vous ne constituez pas une force. C'est donc lorsque, en tant que nation, vous produisez, vous vous affirmez, là vous devenez justement porteur de respect pour l'ensemble de la communauté dont vous faites partie. C'est pour ça que les États africains se développent. Et pour moi, voyez, je reviens au Cameroun. Pour moi, la diaspora est une chance. La diaspora camerounaise est une chance pour le Cameroun. Eux, ils vous regardent comme des ennemis, comme des adversaires, ils vous redoutent. Moi, je vous regarde comme une opportunité unique, comme une chance incroyable. Et c'est pour cela que, voyez-vous, je ne le dis pas aujourd'hui, nous l'avons dit, je l'ai écrit dans le projet de société du MRC, nous l'avons écrit dès 2012. C'est le 5e pilier. Les 5 piliers du MRC, le pacte stratégique avec la diaspora est un pilier fondamental. Et nous avons dit, dans cet ordre d'idée, il ne s'agit même pas simplement d'accéder à l'idée de double nationalité. C'est à l'idée de la nationalité multiple. Qui vous permet de mieux insérer là où vous êtes. Mais n'oubliez jamais, comme on l'a dit tout à l'heure, que là où vous êtes, merci, là où vous êtes, c'est votre nouvelle patrie, mais nouvelle veut dire qu'il y a une ancienne. Donc, n'oubliez jamais votre ancienne patrie. Et croyez-moi, l'histoire du développement des nations montre que tous les peuples se sont développés avec des apports extérieurs. Les Africains ne doivent développer aucun complexe à l'idée que d'autres puissent venir nous accompagner dans notre développement. Mais les Africains et surtout ceux qui sont à la direction des États africains doivent définitivement comprendre que l'apport de la diaspora dans le développement des grandes nations a été crucial. Vous prenez la Chine, pour prendre le cas le plus récent d'une nation qui s'est développée à la vitesse lumière. En une génération, la Chine a changé de paradigme complètement. C'est après la mort de Mao, la neutralisation de la bande des quatre en 1976 et l'avènement de Deng Xiaoping que le développement de la Chine a commencé. Et en 30 ans, ils ont fait toute la différence. Ils ont fait la différence parce que
les Chinois de la diaspora ont contribué énormément, financièrement, mais sur le plan technologique. Vous savez qu'ils sont fortement implantés dans les pays occidentaux, les États-Unis, mais également le Canada et l'Europe. Ils ont apporté le savoir-faire. Souvent, le point tampon était les zones de développement économique spécial. En face de Macao, en face de Hong Kong, il y en avait 6. Donc, la technologie venant des pays développés était expérimentée et transformée effectivement en capacité de développement industriel dans ces zones. Avec les financements nécessaires. Donc, la diaspora camerounaise, la diaspora africaine doit se mettre dans la même dynamique, dans la même logique. Vous avez accumulé de l'expérience ici, ça ne doit pas finir ici. Moi, je dis, la diaspora, c'est comme des Prométhées. Ce sont des gens qui vont voler le feu pour ramener à la maison, pour éclairer la caverne. Parce que dans la caverne, on est dans le noir. Et donc, vous avez la lumière dans la caverne, tout le monde peut voir la lumière et avancer. C'est ça le mode de la diaspora. Chacun de vous va être conscient de cela. N'attendez pas qu'il y ait une académie où on vous forme à cela. Vous devez avoir la conscience que si vous avez un jour pris votre baluchon et parcouru des milliers de kilomètres pour aller ailleurs, ce n'est pas pour tomber et mourir là-bas, c'est pour aller chercher et ramener à la maison. Avec cela, nous allons nous développer. Je n'ai pas toute la nuit, mais je vous aurais donné des exemples concrets. Parce que quand on n'est pas fatigué, grand prof. Quand on parle de cela, il faut bien voir des expériences qui sont déroulées ailleurs et comment la diaspora a été un facteur d'accélération du développement de ces pays. Et donc nous avons dit, oui, nous créerons les conditions en termes de circulation des personnes pour que, effectivement, notre pays soit le plus attractif possible pour les autres Africains. Je veux que le Cameroun soit demain le centre de concentration des intelligences africaines pour produire tous les développements. Très souvent, nous laissons à côté de nous pour aller chercher loin. Avant d'aller chercher des savants, des experts d'autres continents, commençons par ceux qui existent en Afrique ou qui sont descendants en Afrique et qui vivent à l'étranger. Et nous en avons. Donc c'est ce que nous devons faire. Je voudrais dire que lorsque nous avons donc été interpellés à la suite des marches du 26 janvier 2019, nous avons passé 9 mois en prison. Mais je ne suis pas venu ici vibrer vos cordes pour que vous pleuriez avec moi sur notre pitoyable sort. Non, notre sort n'est pas pitoyable. Ce sur quoi je voudrais que nous nous penchions ensemble, parce que nous ne pouvons pas laisser cela continuer, c'est que le Cameroun est devenu un pays d'une brutalité absolument inacceptable, où la torture et la violence sont devenues des banalités ordinaires. Et nous n'avons pas le droit d'infliger de telles souffrances à nos propres populations. Je ne pense pas à moi, je pense à ces dizaines de Camerounais qui ont été torturés, dont certains ont été touchés au plus profond d'eux-mêmes, qui vont porter des séquelles à vie au moment où je vous parle. Nous avons soutenu certains d'entre eux qui ont subi des opérations, des interventions chirurgicales. Certains, leur diagnostic de fertilité des hommes, leur diagnostic est compromis. Ils n'auront plus d'enfants. Parce qu'un jour, ils ont marché sur la base du discours de ceux-là qui les dirigent. Parce qu'ils croyaient que, quand on disait changement par les urnes, l'alternance démocratique, cela voulait dire quelque chose. Ils n'ont posé aucun acte de violence. C'est ce qui rend ces crimes absolument insoutenables et impardonnables. Nous devons y mettre un terme le plus rapidement possible. Ne croyez pas, mes chers amis, ne croyez pas que ça ne concerne que l'autre. Ça commence par l'autre et ça vous atteint.
Et inéluctablement, ça vous atteindra. Alors, il faut que partout où nous sommes, nous nous organisions pour mettre un terme à cela. Tenez, quand je dis que ça commence, ça n'épargne personne. Vous avez dû voir avec quelle brutalité extraordinaire on a dispersé les enseignants. En robe, pour accompagner la dépouille de leurs collègues tués barbairement par un élève. Avait-on besoin de cette brutalité? Est-ce qu'il posait un acte répréhensible de dire on veut accompagner le corps de notre collègue? N'est-ce pas le geste, le plus beau geste qu'on doit attendre de chaque corporation? Cet acte de solidarité? Et pourtant, vous avez vu comment on les a réprimés. Et parmi ceux qui ont été réprimés, il y a, hélas, des gens qui, après notre arrestation en janvier, se réjouissaient de ce que cela arrive. Et il fallait que l'on nous inflige la plus sévère des peines. Mais je ne lui aurais pas souhaité, je n'aurais pas voulu qu'il fasse l'expérience de ce que nous voulions éviter de cette manière-là. J'aurais voulu qu'il comprenne cela rapidement. Peu importe, ce que nous devons savoir, c'est que la violence de la dictature n'épargne personne. Et l'histoire est là pour le montrer. Allez partout, en Europe, en Amérique latine, qui n'est pas peut-être très loin d'ici, en Europe, avec la dictature de Franco, en Espagne, partout ailleurs, ça n'épargne jamais personne. Même ceux qui passent par le processus révolutionnaire. Vous verrez que les premières photos, sur les premières photos, ils sont à 10, tous souriants. Et 2 ans après, il ne reste plus que 6. Et progressivement, après, il n'en reste que 3 ou 4. Et à la fin, il ne reste qu'une personne. C'est ça, la dictature. Elle ne tolère aucun écart. Mais ce n'est pas la dictature du développement. Ce n'est même pas la dictature éclairée. C'est la dictature pour le dictateur. Pour lui et pour lui seul. Et c'est ce qui est en train d'arriver à notre pays, ou plus exactement, ce qui est arrivé à notre pays depuis quelques années maintenant. Nous devons y mettre un terme. Le Cameroun n'est pas au niveau où il doit être. Le Cameroun, sur le plan social comme sur le plan du développement économique, est loin derrière la plupart des pays africains aujourd'hui. Il y a une trentaine d'années, nous étions dans la tranche des pays à revenus intermédiaires. En 1985-86, le revenu par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut par habitant du Cameroun, était d'environ 1800 $ des États-Unis. En 1985-86. J'aurais posé la question, que ce serait une colle. J'aurais demandé, est-ce que vous savez à combien s'élève le produit intérieur brut habitant du Cameroun aujourd'hui? 1500 $. Donc on est allé de 1800 $ en 1985-86 à 1500 $ en 2020. Donc, même si nous avions maintenu les 1800 $ de 1986, ce serait déjà inacceptable d'avoir le même montant en 2020, puisque cela serait le signe d'une régression, d'une perte de pouvoir d'achat avec l'inflation et toutes les fluctuations. Mais non content de ne pas maintenir ce PIB par habitant, il a chuté, il a dégringolé, décrochage de 300 $. Cela veut dire que la pauvreté augmente et augmente très vite au Cameroun. Là, je donne des statistiques. Ce ne sont pas mes impressions personnelles. On peut les trouver dans les documents de la Banque mondiale, du FMI et de toutes les institutions internationales. Nous sommes dans un pays qui a un déficit chronique de la balance commerciale depuis au moins 30 ans, de moins 1200 milliards. Moins 1200 milliards. Nous sommes dans un pays où le gaspillage des fonds publics, des détournements, le blanchiment d'argent ont atteint des niveaux insoutenables. Le barrage de Mékin, il y avait 4 barrages, je n'en prendrai qu'un seul, avait été évalué à 25 milliards de francs CFA pour la production de 15 mégawatts d'électricité. Normalement, suivant les chiffres de la Banque mondiale, 1 mégawatt doit être construit en tout cas réalisé à $1 million. Donc le barrage
de Békin, devant produire 15 MW, aurait dû coûter 7 milliards et demi. Mais on l'a évalué à 25 milliards, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la réalisation du barrage frôle les 100 milliards de dollars, de francs CFA, les 100 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, l'énergie n'est toujours pas produite. Et ce n'est plus pour 15 MW, on imagine que ce sera entre 8 MW et 12 MW. Je pourrais continuer. Je préfère donner les chiffres pour que les gens comprennent bien que notre combat, ce n'est pas d'abord un combat de personnes ou d'individus. C'est un combat pour arrêter la descente aux enfers d'un pays. En 1982, au moment où il y a changement à la tête du pays, le Cameroun était dans la tranche des pays à revenus intermédiaires. Donc, on nous voyait dans le tableau au milieu, c'est-à-dire les pays qui s'orientent vers le niveau des pays développés, bien visualisé en 82. En 40 ans, nous avons déconstruit tout ça. Puisqu'en 82, nous avions une compagnie maritime, la Cameroun Shipping Line. En 1974, nous avions achevé la construction du Transcamerounais jusqu'à Ngaoundéré. Nous avons réussi la prouesse de rétrécir le réseau ferroviaire. C'est-à-dire que Douala-Consamba a été supprimé. Douala-Koumane, je ne sais plus si ça existe encore, etc. Nous étions l'un des rares et premiers pays en Afrique subsaharienne à nous intéresser à l'électronique. Nous avions la firme équatoriale électronique à Douala qui produisait des transistors et tout ce que nous aurions dû donc être parmi les premiers pays à faire des télévisions ou des téléphones portables. Ça n'existe pas. Nous produisions le meilleur bois avec les meilleurs contreplaqués, avec la Sofibet à Benamo. Nous produisions des matériaux de construction avec Sébican à Douala. Nous devions produire les engrais chimiques, les engrais pour l'agriculture avec Sokame à Douala. Il y avait une usine à pâte à papier qui n'avait pas encore commencé à fonctionner, mais qu'on aurait pu redresser pour qu'il fonctionne à EDA. Ça n'existe pas. Vous voulez que je continue? La fabrication des vélos. Ce que je vous dis, le combat que nous menons aujourd'hui, c'est même seulement pour essayer de mettre le Cameroun au niveau où il était en 82. Oh! C'est ça la question. Mais nous pouvons aller vite parce que nous avons la chance d'avoir des nouveaux moyens technologiques qui nous permettent de faire des sauts quantitatifs et qualitatifs. Et nous avons la chance d'avoir une ressource humaine de haute qualité disponible. Vous êtes là. Et c'est pour ça que nous avons la profonde conviction, quel que soit l'état des finances publiques que nous trouverons en place, même s'ils ont vidé toutes les caisses, nous donnons 10 ans pour remettre le Cameroun complètement sur le pas. Alors je vous exhorte, mes chers camarades, mes chers amis, mes chers compatriotes, mes chers frères de la diaspora et sœurs de la diaspora africaine, regardons l'avenir avec confiance. Mais nous ne pouvons le faire qu'à une condition, à tourner radicalement le dos à tout ce qui nous divise. Radicalement le dos à tout ce qui nous divise. On a essayé, après nous avoir arrêtés en janvier 2019, à nous coller des infractions, parce que sur le plan national, il n'y avait rien. Parce que tout le monde, vous voyez, le monde technologique dans lequel nous vivons est fabuleux. Les gens avaient ouvert les marches, donc on avait filmé les marches. Et donc tout le monde pouvait prouver de façon évidente que les marches avaient été absolument pacifiques. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé?